3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. שי, איפה שי? שי, איפה אתה? שי? 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 שי, הנה אתה, מצאתי אותך. עכשיו אתה, טוב? כן. עכשיו אני. 4, 1, 2, 3, 10, 5, 6, 7, 8, 7, 10, 5. איפה? חבר. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Marian. Alors, 3 jours et un enfant, c'est le titre de ce film. Il ressort en salle et son réalisateur s'appelle Uri Zohar. Et oui, si vous ne le connaissez pas, n'ayez pas de honte. Je ne le connais pas, c'est vrai. Car il est un peu tombé dans l'oubli. C'était un grand cinéaste, même le plus grand, le plus connu, en tout cas cinéaste israélien des années 60. Pour ce film, d'ailleurs, cet acteur, l'acteur adulte qu'on vient de voir, a remporté le prix d'interprétation masculine à Cannes. C'était en 1967, absolument. Pour le reste, c'est vraiment un cinéma qui évoque beaucoup Alain Resnais. On est quelque part entre la nouvelle vague, le nouveau roman dans ce film-là, qui s'appelle 3 jours et un enfant, entre le passé, le présent, le rêve et la réalité. En gros, l'histoire, c'est celle d'un étudiant qui garde pendant 3 jours un enfant, donc, et qui va en sortir absolument bouleversé. Alors, d'autres films ressortent en salle. Là, on voit des images des Voyeurs. Ça fait partie d'une trilogie qui s'appelle La Plage. Et l'autre intérêt de ce cinéma qui ressort en salle, c'est aussi de voir le Tel Aviv des années 60, Israël. Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est qu'Uri Zohar, qui est toujours vivant, il a 80 ans aujourd'hui, est devenu, à partir des années 70, rabbin ultra-orthodoxe. Étonnant, en effet. Jean-Baptiste, on part au musée maintenant, au musée Marmottan-Monet à Paris pour une exposition intitulée Hodler, Monet, Munch. C'est pas comme ça qu'on le dit de manière snob, paraît-il, et qui s'appelle donc Peindre l'impossible. Ouais, c'est une exposition absolument passionnante. J'espère que je vais vous faire partager mon enthousiasme. Alors, elle confronte ces 3 peintres qui sont de la même génération, mais qui ne se sont jamais connus. Il y a d'abord Ferdinand Hodler, le Suisse, le moins connu, méconnu. Regardez par exemple ce superbe lac Léman, ça donne envie d'en savoir plus, justement au musée Marmottan-Monet. Également le Norvégien Edvard Munch, qui n'a pas peint que le Cri, vous savez, ce fameux tableau qui existe d'ailleurs à plusieurs exemplaires. Là, il s'agit d'un canal au coucher du soleil. Et puis le Français Claude Monet, ici, alors vous l'avez reconnu, j'imagine, c'est l'une des toiles les plus célèbres au monde, Impression Soleil Levant. C'est d'ailleurs cette huile qui donne son nom à l'impressionnisme. Le musée Marmottan-Monet la garde jalousement dans ses murs, elle ne la prête absolument jamais et elle fait partie intégrante de cette expo. Alors l'idée en gros de cette expo, c'est comment ces 3 peintres de la même époque, mais de cultures totalement différentes, vont se poser les mêmes questions. Comment représenter le monde, comment par exemple représenter l'eau. On vient de voir 3 tableaux qui représentent de façon différente l'eau, la peinture à l'épreuve. C'est absolument passionnant. Expo à voir absolument si vous passez à Paris. Elle sera ensuite en Suisse l'année prochaine. C'est parti pour la visite. Quand Monet est allé en Norvège, qui est la patrie de Munch, Munch n'y était pas. Quand Munch était à Paris, il n'a pas cherché à rencontrer Monet. Et Hodler, lui, a relativement peu quitté la Suisse. Et quand il est passé à Paris, c'était de manière assez brève. Donc non, ce n'est pas une histoire de rencontre réelle. C'est une rencontre entre des tableaux, mais pas entre des hommes. Il ne s'agit pas pour eux de raconter des histoires. Il y a d'ailleurs très peu de figures humaines dans cette exposition. À plus forte raison de peindre des allégories. Il s'agit, entre guillemets, juste de savoir ce qu'un peintre en 1890 ou en 1900 peut faire avec l'eau, la neige, le soleil, la nuit. Sachant que ce sont des phénomènes qui sont constamment variables, que l'eau bouge, que la neige change de couleur suivant l'éclairage et la luminosité, et ainsi de suite. Au fond, ce sont des peintres qui mettent la peinture à l'épreuve de ses limites.
Quand Monet peint une surface d'eau, même si c'est une petite rivière de rien du tout, au lieu de se contenter d'un peu de mouvement ou d'un peu de reflet, il se demande véritablement comment suggérer la profondeur de l'eau, sa transparence, ses mouvements, et donc aussi les mouvements des herbes aquatiques qui sont au fond. Quand Munch peint la neige, il sait que la neige, elle n'est jamais simplement blanche. Et que même si elle est blanche un instant, ce sera une blancheur qui va d'abord être tout à fait disparaître quelquefois, et qui du coup va éclairer autrement les arbres, les murs des maisons. Hodler a le même genre d'attitude, si ce n'est qu'il ajoute à ses camarades, si j'ose dire, une autre question qui est celle de l'altitude. Donc par exemple, comment on fait pour peindre la mer de nuages? Sachant que jusque-là, les peintres l'ont rarement observé, et que ce n'est pas une banalité comme elle est devenue pour nous qui avons vu 100 fois une mer de nuages en avion. Voilà, ce sera la Fondation Gianada à Martigny en Suisse l'année prochaine. C'est noté, Jean-Baptiste, merci, à bientôt.